d'être impliqués dans les activités organisées par notre faculté, chère faculté, faculté des sciences de l'éducation, à l'occasion donc, la 27e du Salon du Livre. Je tiens à remercier Monsieur le doyen de sa présence. Je remercie également Madame Hafiza Mdabsi pour son nom. Et c'est tous les efforts qu'elle déploie pour organiser des journées pareilles. Je remercie également tous mes chers collègues présents aujourd'hui, ainsi que l'ensemble des étudiants de la faculté des sciences de l'éducation, et également toute personne qui honorait par sa présence. Alors aujourd'hui, l'activité, je propose un petit atelier de lecture portant sur une analyse et une approche stylistique d'un poème de Victor Hugo, un poème très célèbre de Victor Hugo, à savoir Morse. Victor Hugo, qui est un grand romancier, grand poète également, surtout poète, relevant donc du mouvement romantique. Voilà, c'est avec un grand plaisir que nous essaierons de faire une petite approche, c'est juste une tentative d'approche stylistique du poème très célèbre, à savoir Morse. Bon, vous avez le corpus sous les yeux, le poème. Vous pouvez déjà donc commencer par le lire. Qui veut vous lire? Allez-y. Qui veut le lire? Morse. Je vis cette faucheuse, il était dans son champ. Il allait à grands pas moissonnant et fauchant. Noir squelette laissant passer le crépuscule, dans l'ombre où l'on dirait que tout tremble et recule. L'homme suivait des yeux les lueurs et la folle, et les triomphateurs sous les arcs triomphaux. Tombé, il changeait en disert Babylone, le trône en échauffour et le chauffe-eau en trône. Les roses en fumier, les enfants en oiseaux, l'or en cendre et les yeux des mers en ruisseaux. Et les femmes criaient, rends-nous ce petit être, pour le faire mourir, pourquoi l'avoir pénètre? Ce n'était qu'un sanglot sur terre, en haut, en bas. Des mains en doigts au sous sortaient des noirs gravats. Un vent froid bruissait dans les linceuls sans nombre. Les peuples éperdus semblaient sous les folles cendres. Un troupeau frissonnant qui dans l'ombre s'enfuit. Tout était sous épied, deuil, épouvante, et derrière elle, le front baigné de douces flammes, un ange souriant portait la guerre d'Odin. Merci. Merci pour votre lecture. Donc notre modeste approche stylistique va essayer de s'articuler en 3 volets. Le premier volet essaiera de répondre à la question qui parle à qui. Parce que dans tout texte, en général, même si c'est un poème, on va découvrir qu'il y a quand même quelqu'un qui parle. Je ne dirai pas, je ne vais pas le nommer. Donc on essaiera de répondre à cette question qui parle à qui, c'est-à-dire à qui parle-t-il. Le deuxième volet, cela nous permettra donc de dresser le schéma polyphonique que j'ai déjà distribué à l'assistance. Grâce à ces 2 questions, on va pouvoir dresser ce qu'on appelle le schéma polyphonique. Poly qui veut dire plusieurs, phonie qui veut dire voix. Le deuxième volet essaiera de répondre à la question comment. C'est-à-dire qu'on va essayer de étudier ici la temporalité, parce que tout texte s'inscrit dans une temporalité, et aussi on va essayer d'approcher l'organisation visuelle. N'oubliez pas que c'est un texte descriptif. Qui dit description dit organisation visuelle. Et le troisième volet aura pour but d'apporter une réponse à la question par quel moyen? Qui parle à qui? Comment le fait-il? Et par quel moyen le fait-il? Donc cette dernière question nous permettra
d'approcher le texte sur un plan phonétique, lexical, sémantique et syntaxique. Voilà, nous retrouvons les différentes disciplines que vous avez également étudiées. Ça vous permettra de voir comment on peut les exploiter lorsque nous approchons un texte littéraire. Ici, c'est un point. Je ne suis pas censée faire une analyse littéraire, loin de là, loin de là. Je suis juste là pour vous montrer que, à partir de vos acquis au niveau de la linguistique, la phonétique que vous avez étudiée, sémantique également plus ou moins, on ne peut pas parler de syntaxe sans sémantique, ni de lexicologie sans syntaxe ou sans morphologie plutôt. Donc ce sont des disciplines qui interagissent entre elles. Quand je fais de la syntaxe, des fois je suis obligée de recourir à la lexicologie, je suis obligée de recourir à la morphologie ou bien à la syntaxe. Voilà donc ce qui fait que nous essaierons vous allez voir que toutes ces disciplines interagissent au niveau d'une approche stylistique. Et n'oubliez pas que la stylistique, c'est la linguistique du texte littéraire. Voilà. C'est une branche à part entière maintenant, mais c'est une linguistique du texte littéraire. Alors nous allons essayer de commencer par la question qui parle à qui? Qui parle à qui? Dès le premier vers, nous découvrons quoi? Qu'est-ce que nous découvrons dès le premier vers? Alors, dès le premier vers, le premier mot est le je. Je vis faucheuse. Il y a un je ici qui cache un narrateur. On peut supposer le narrateur du récit, du poème en fait, mais ça reste un récit, il y a une description, toute une histoire derrière le poème. On raconte. Et quel genre de narrateur avons-nous? Il fonctionne? Oui. Alors. Ici, on a un narrateur. Prenons en considération l'histoire derrière le poème. Victor Hugo écrit le poème après la mort de sa petite fille. Du coup, le jeu ici, c'est un jeu qui est interne, qui a bien senti toutes les émotions qu'il décrit tout au long du poème. Le narrateur ici, je dirais, c'est un narrateur qui a un point de vue interne. Généralement, c'est vrai qu'on n'arrive pas vraiment à distinguer entre le narrateur interne et le narrateur externe. D'accord? Et donc, un tel texte nous laisse un petit peu à cheval entre les deux. Parce qu'il y a un jeu qui est présent, mais il y a à côté de cela toute une description. C'est-à-dire que tout le poème est une description. Voilà. Alors, qu'est-ce qui montre que tout le poème est une description? En effet, dans ce poème, on remarque l'utilisation du passé simple dans la temporalité. Le narrateur, il décrit cette faucheuse, cette mort, qu'il nous donne à propos de l'image de la faucheuse. C'est dans le cadre visuel dont Madame Bouhaj a déjà parlé. Je vais parler, n'anticipez pas sur l'organisation visuelle, d'accord? Si c'est un narrateur externe, on pourra très bien dire que c'est un simple observateur. Hein. C'est un simple observateur. Oui, il décrit et il raconte. Il est deux à la fois. Il est les deux à la fois. D'accord? Il est observateur et donc il se contente d'éléments descriptifs. Si vous lisez donc le poème est une description. Alors ça, on peut dire la description de quoi? La description de quoi? Ici, il y a la description de la mort et il a bien choisi mort. J'allais justement poser la question, pourquoi le choix de ce terme latin? Pourquoi morse et non mort? Je dirais que morse, avec le S à la fin, Victor Hugo a choisi de tracer la souffrance après la mort de sa fille.
le S donne une résonance. Il y a la résonance déjà du son S et le R. D'accord. Je dirais mort, c'est encore plus sec, encore plus fort. Oui, on va donc revenir là-dessus quand on va entamer l'approche phonétique. Il vaut mieux qu'on n'en dise pas beaucoup plus. Est-ce que donc le jeu représente la voix du narrateur? C'est la première voix qui apparaît dès le premier vers. Est-ce qu'il n'y a pas une autre voix présente? Il y a une deuxième voix, c'est celle des femmes, représentée sous le pronom personnel nous. Est-ce que c'est le seul élément qui montre cette voix, qui illustre, je dirais, cette voix? Est-ce qu'il n'y a que le nous? Oui. Il y a crier, crier, le verbe crier qui est conjugué à la voix. Non, je parle de voix. Qui parle à qui? C'est quelqu'un qui parle. Vous avez dit le nous qui représente les femmes. Est-ce que ce nous apparaît uniquement au niveau de ce pronom? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments? Je pose juste la question. Vous pouvez dire oui comme vous pouvez dire non. Il n'y a que ce pronom. Le je, nous en concluons que le je et le nous sont des personnes d'interlocution. Et le je sont des personnes d'interlocution. Est-ce que plutôt le poète, le narrateur je, ne recourt pas à un autre type de personne à part le nous et le je? Est-ce qu'il n'y a pas un autre pronom personnel qui se répète tout au long du poème, d'autant plus qu'il parle de la mort, mais il ne va pas dire à chaque fois morse, morse. Par quoi était au niveau pronominal cette mort? Quel est l'outil linguistique? Quel pronom? Je crois plutôt que c'est la troisième personne du singulier, le elle. Le elle. Voilà. La personne, la troisième personne, je dirais, il y a une autre voix, à part la voix du narrateur et celle des personnages, parce que les femmes sont des personnages, et la mort est le personnage principal auquel réfère le poète au moyen à travers l'usage et l'emploi du pronom elle. Le pronom elle est une personne sur le plan stylistique qu'on appelle la voix, les personnes de délocution. Il y a les personnes d'interlocution qui sont le je et le nous. Il y a aussi le tu et le vous, je m'adresse à tu et à vous. Et il y a les personnes de délocution qui sont le il et le elle, dont je vais parler. Quand je parle de quelqu'un, j'utilise il et elle. D'où le elle pour la mort. Quand les femmes s'adressent à la mort, elles lui disent « Rends-nous ce petit être, on va le faire mourir, pourquoi l'avoir fait naître ?» Et à chaque fois, elle a né. Le poète utilise le pronom « elle ». Donc il y a quand même une voix aussi, un personnage, je dirais, le personnage principal qui est la mort. Je dirais, il y a le personnage principal qui est la mort, il y a le narrateur qui décrit, qui raconte, il fait un récit. Ce poème est un récit également. On peut le voir de ce point de vue, stylistique. Donc il y a le personnage qui est donc le narrateur, et il y a un autre personnage que sont les femmes. Et nous avons combien de personnes, de voix? Nous avons celle du narrateur qui est le je, nous avons celle des femmes qui est le nous, et nous avons celle de la mort qui est elle. À travers quelle forme de discours les femmes s'adressent-elles à la mort? On peut dire que c'est un discours plutôt narratif, c'est-à-dire un discours. Attention, lisez bien le poème. Madame, c'est un discours direct. C'est un discours direct, d'accord, qui est marqué d'ailleurs par les deux points. Les deux points. Il y a des indices typographiques. C'est un discours direct.
Et dans ce discours direct, nous avons l'emploi d'un mode impératif. Est-ce, à votre avis, est-ce que c'est un ordre? Et les femmes qui rends-nous ce petit être pour le faire mourir, pourquoi l'avoir fait naître? Est-ce que c'est un ordre dans leur bouche? C'est plutôt une demande dont ils n'auront pas de réponse puisque c'est un discours à sens unique. Oui. Quand ils ont choisi de parler, quand ils ont parlé, ils parlent à la faucheuse avec cette douleur et ce chagrin qu'elles éprouvent. Mais ils savent très bien qu'ils ne vont pas recevoir de réponse. D'accord, et sous forme de phrases interrogatives. Hein. C'est une prière. Sachez, bon, j'ai déjà travaillé avec tous mes étudiants présents ici, la valeur de l'impératif. La valeur de l'impératif, je dirais ces valeurs d'emploi, pas ces valeurs temporelles, c'est un mode. Mais il y a les valeurs de la modalité qui est l'impératif. L'impératif, c'est par excellence, bien sûr, le mode du commandement. Mais ici, il peut aussi traduire un conseil, soyez prudents. Il peut aussi traduire une invitation, une proposition, allons prendre un café, comme il peut aussi traduire une prière aussi dans la bouche des nocturnes. C'est comme si elles étaient en train de demander, de supplier la mort de leur rendre donc leurs enfants. Voilà, alors, nous avons pu dégager donc deux voix principales au niveau de la narration, au niveau de ce poème plutôt. Il y a, je dirais, la voix du narrateur « je » qui s'adresse au lecteur au moyen d'un verbe au passé simple « je vis » qui exprime une action achevée, accomplie. Et il y a la deuxième voix, c'est celle des femmes qui s'adressent à la mort, qui ne va pas répondre sous forme d'un discours direct. Voilà, et donc vous pouvez lire le schéma polyphonique auquel nous avons abouti. Sachez que dans tout texte, il y aura un schéma polyphonique. J'ai choisi exprès ce poème parce que c'est rare de trouver un schéma vraiment polyphonique assez riche, je dirais, dans un poème. Et je passe, donc nous avons répondu à la première question, qui parle à qui? Je passe au deuxième volet, le comment. Alors sachez que dans son poème Mars, Victor Hugo recourt à une organisation visuelle de la mort afin d'en sensibiliser le lecteur, afin que le lecteur puisse s'imaginer cette mort et en garder un fort souvenir. Et Victor Hugo, au niveau de son organisation visuelle, nous sommes en train de répondre à la question comment, il va utiliser des figures et des images. Alors, quelle est, à votre avis, la figure prédominante dans ce poème? La figure la plus dominante dans ce poème est l'allégorie Oui. de la faucheuse. Donc, aussi la personnification. On peut très bien expliquer ce que veut dire une allégorie à notre assistante. L'allégorie, on dira tout simplement, donne une idée, je dirais, une vie à une idée abstraite. La mort est présentée sous l'image d'une faucheuse. L'image, je dirais, une personne qui est une faucheuse. La faucheuse avec sa faux. Alors, pour donc la... Oui, allez-y, vous voulez ajouter quelque chose? Ensuite de ce que Abir a dit, oui, la mort est personnifiée et allégorisée. Ici, Victor Hugo crée des représentations dans la mémoire du... C'est par le biais de la personnification exactement que Victor Hugo passe de la simple écriture d'un poème ou d'un récit à le fait de créer toute une image et une sensation chez le lecteur. Oui, exactement. On n'a qu'à fermer les yeux tous
maintenant, et chacun va s'imaginer cette faucheuse. Il va se la représenter à sa manière. Grâce à cette allégorie poussée à l'extrême. Parce que Victor Hugo, il se base sur la personnification et l'allégorie, qui sont ces deux figures de style fondées sur l'image, qui permettent de créer des représentations qui demeureront plus présentes dans la mémoire du lecteur. Elles permettent de rendre le récit plus visuel. Ainsi, la mort est une faucheuse qui agit sous le regard du lecteur, et ce, à travers un verbe de mouvement, lequel Elle allait. elle allait à grands pas, et des verbes d'action qui sont au participe présent, que vous avez pu relever, non? Voir quels sont ces verbes d'action présents. Elle allait à grands pas. Suite. Elle allait à grands pas. On dirait aussi. Non, elle allait à grands pas. Continuez le verbe. Moissonnant et fauchant. Ce sont des participes présents. D'accord? Des participes présents qui soulignent ce travail répétitif de la mort. Elle moissonne et elle fauche, elle moissonne et elle fauche à grands pas. Rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête. Est-ce que c'est uniquement l'allégorie et la personnification à laquelle le poète recourt? Il recourt également à la métaphore filée, qui est le même procédé que l'allégorie, mais qui va s'étaler sur tout le poème. Tout le poème, je dirais, est une métaphore filée que nous allons retrouver vers la fin aussi du poème. En plus, toujours dans le cadre de l'organisation visuelle, après avoir parlé en premier lieu de figures et images, le poète recourt également à la dynamique du texte. Quand on dit dynamique du texte, la dynamique du texte, c'est un point à ne pas négliger dans le cadre de l'organisation visuelle. En effet, il y a les mouvements ascendants utilisés par les auteurs dans leurs romans, les mouvements ascendants, descendants, latéraux, animent le texte et rendent la perception plus vivace. Moi, je vous dis, l'œil du lecteur est guidé par ces mouvements. Ces derniers sont latéraux. Comment sont-ils? Comment ces mouvements sont-ils au début du poème? Vous pouvez lire l'assistance, lisez mes étudiants, et suivez avec nous. Elle allait à grands pas, moissonnant et fauchant. C'est quel mouvement? C'est un mouvement latéral. Je ferme les yeux, je la vois. Elle marche, moissonnant et fauchant. C'est un mouvement latéral. C'est dans l'organisation visuelle. On ne peut pas oublier les mouvements effectués par cette faucheuse. Est-ce que c'est le seul mouvement que nous avons? Est-ce que nous n'avons pas des mouvements ascendants ou descendants? En fait, on a Oui. ascendant, latéral et descendant en même temps. Où ça? Pour latéral, on a dit elle allait à grands pas, moissonnant et fauchant. C'est un mouvement latéral. Mais Aussi un autre mouvement latéral et des mains aux doigts osseux sur noir grave. ok, est-ce qu'il n'y a pas un mouvement descendant ou ascendant à travers justement des verbes, des mots, des expressions? Madame, je pense que le verbe 13, ce n'était qu'un sanglot sur terre, en haut, en bas. Ce verbe-là, ce n'est qu'un sanglot sur terre, en haut, en bas. On va voir aussi la valeur de ce en haut et en bas. Hein, on va le reprendre dans les moyens, tout à l'heure. Et je dirais, à côté, toujours dans cette organisation visuelle, je rappelle, le poète, ici le narrateur, hein, entre parenthèses, il a recouru
donc aux figures et images. Il a recouru également à des mouvements pour que la représentation de cette mort soit, je dirais, fixée dans l'esprit, dans la mémoire donc du lecteur. Des fois, il peut recourir également à des sensations, comme le toucher, l'odorat et l'ouïe. Est-ce qu'il n'y a pas un sens parmi ces sens-là qui est présent dans ce poème? En effet, on remarque deux sens qui sont dominants dans ce poème. Lui, il est présent avec les femmes qui crient. Oui. Et on a aussi l'odorat avec le mot fumier et rose. Et rose, oui. Les roses dégagent une belle odeur. Vous avez le fumier qui dégage une odeur nauséabonde, pas agréable. Et vous avez également donc le verbe crier qui est relatif donc au bruit, à l'ouïe. Est-ce que c'est le seul verbe qui connote un bruit? Les sanglots, il y a aussi quoi? Bruisser, oui, le bruisser, un vent froid bruisser dans les linceuls sonores. Et nous allons essayer de voir un autre point que les figures et les images, à savoir la temporalité. Tout texte s'inscrit dans une temporalité. Sachez-le. Hein. Ici, le poème est au passé. Nous le savons. Par l'emploi de quel temps? L'imparfait et le passé simple. L'imparfait et le passé simple. Moi, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien que vous me répondiez à la question suivante. Pourquoi le choix du passé simple qui se retrouve dès le début du poème, qui ne se retrouve pas ailleurs, et pourquoi le choix de l'imparfait tout au long du poème? Quelle est la différence entre ces deux temps? Alors, on retrouve, Si vous avez mal à la voix, c'est on retrouve le je vis au premier vers du poème. Ici, l'utilisation du passé simple est, comme on le sait, le passé simple normalement le passé simple est utilisé pour décrire une action qui est brève et inachevée en même temps. Et l'imparfait, au contraire, c'est pour une action qui se prolonge dans le temps. Victor Hugo utilise l'imparfait tout au long du poème. Je dirais, le temps dominant. Oui, c'est ça, c'est le temps dominant pour donner l'impression au lecteur de revivre cette mort de la fille de Hugo. Oui, de revivre la mort, parce qu'il est touché par sa mort, et de revivre la scène. N'oubliez pas que la mort, elle est mise en scène dans ce poème. Donc, il nous fait revivre ce qu'il a vu. Alors, avec Je vis, c'est un aspect accompli de l'action. C'est une action principale, n'oubliez pas. C'est elle qui va déclencher le reste. D'accord? C'est une action principale qui n'a pas mise gratuitement au passé simple, qui est un temps, je dirais, de l'aspect accompli de l'action, terminé, achevé, mais grâce justement à ce passé simple, il va passer justement à la mise en scène de la mort, qui nous fait revivre à travers l'emploi de l'imparfait. L'emploi de l'imparfait qui exprime des actions qui sont en cours de réalisation. On a l'impression, le lecteur a l'impression d'être là, de revivre encore la scène en lisant donc le poème. Voilà, donc ça c'est pour la temporalité. Grâce à ces deux temps qui sont complémentaires, ce sont des temps qui sont complémentaires en général dans un récit au passé. L'un complète l'autre. Et donc la mort est toujours présente à travers l'emploi de l'imparfait. Maintenant, je vais passer à un autre point, toujours dans le comment. On n'est pas encore passé par quels moyens. Au niveau de l'énoncé et l'énonciation. Vous savez que l'énoncé, c'est le corpus, tout le contenu du corpus. Et l'énonciation, c'est le moment où le récit est rapporté. Le récit est rapporté là
où le poète, donc je dirais tout simplement que celui qui rapporte un récit à l'instant où il le vit aura pour repère ce moment de la parole, le lieu où il se trouve et sa propre personne. Les indices spatiaux et temporels du texte sont appelés des déictiques. Des déictiques. Ils situent le locuteur dans le temps, simultanéité, postériorité, etc., et dans l'espace, proximité, éloignement, hauteur, profondeur. Je vous demande, quel est le déictique que traduit le déictique 7 dans ce poème? Parce que j'ai dit au niveau de l'énonciation, on se situe dans l'espace et dans le temps. Où se trouve le poète et où se trouve la mort? Normalement, ici, Est-ce qu'ils sont tous... Oui, allez-y. en premier vers, on retrouve « Elle était dans son champ Oui, et où se trouve le... Par rapport à ce chant, à votre avis, est-il loin ou proche de ce chant? Si nous revenons à la première phrase qu'il a utilisée, je vis cette faucheuse, Oui. c'est-à-dire qu'il est devant cette mort et il interfère directement avec cette faucheuse qui lui a pris un être cher. D'accord, c'est le démonstratif 7. Le 7 qui sert à montrer du doigt, d'accord, en général. Et on montre du doigt quelque chose qui est proche de nous. Donc c'est un déictique spatial qui nous permet au niveau de l'énonciation de dire que le poète était présent sur, oui, sur, vous comprenez, la profondeur donc du poème, grâce à des procédés stylistiques sur lesquels, si nous nous arrêtons, nous arrivons à déguster le goût de ce poème. Le goût, c'est-à-dire que la mort, elle est là, mais on ne la voit plus, je dirais, d'un regard obscur, etc. Mais le moyen, les outils linguistiques utilisés par justement le poète ici, Victor Hugo, nous fait aimer justement l'écriture, c'est-à-dire la manière, le style, fait que moi j'adore ce poème. Je l'adore justement au niveau de la manière d'avoir été écrit. Très très riche, de plusieurs points de vue. Alors, ce qui fait que là, nous avons répondu donc à la question comment. Nous avons vu donc l'organisation visuelle, nous avons vu également la temporalité, et nous passons au dernier volet concernant la question par quels moyens. Alors, concernant les moyens stylistiques utilisés par le poète, on s'arrêtait sur les moyens phonétiques, les procédés phonétiques. J'appellerai ceci l'approche phonétique, l'approche lexicale, l'approche sémantique, et nous terminerons avec l'approche syntaxique. Alors au niveau de l'approche phonétique, vous savez que l'approche phonétique s'intéresse à la sonorité, et donc le syllabe, à l'euphonie. L'euphonie, ça veut dire la liaison et l'élision, qui sont des phénomènes, surtout la liaison, qui est un phénomène propre à la langue française. J'ai essayé de chercher ce phénomène dans les autres langues d'origine latine que je connais, avec mes étudiants également étrangers. Elle n'existe pas. La liaison n'existe pas. Par contre, l'élision, on peut la voir de short form en anglais. Il y a une espèce d'élision, l'effacement d'un élément. D'accord? On efface le A, on efface le E. Dans la église, on ne dira pas la église, on dira l'église. On effacera le E dans l'o, on ne dira pas le enfant, mais l'enfant. Bref, on va s'arrêter, c'est juste pour nos chers invités qui sont là, qui sachent de quoi nous parlons un petit peu, hein. Étrangers à la faculté, étrangers à la formation aussi de nos étudiants qui sont présents aujourd'hui. Alors au niveau de l'approche phonétique, quels sont les sons qui se répètent tout au long du poème?
Déjà pour commencer, il faut interpréter le titre du poème qui est Morse. Marque le son re et ce dans ce mot. On peut comprendre d'après cela le choix de Victor Hugo de choisir ce mot latin au lieu du mot mort, puisqu'il y a en plus du son re qu'on entend dans le mot mort, il y a ici un mot additionnel qui est le mot qui est le se, et ce se qui se traduit par ce mouvement de cette faucheuse. Si on veut parler de cette scie et de ce mouvement d'ascendance qui est présent dans tout le poème, ce mouvement descendant de cette scie, de cette faucheuse qui prend avec elle plusieurs âmes. Oui, c'est vrai qu'il voudrait rajouter quelque chose. Est-ce qu'il n'y a que ces deux sons qui seront répétés? Il n'y a que la récurrence uniquement de ces deux sons, à savoir ce et re, ou bien il n'y a pas autre chose aussi de la faucheuse? Oui, l'allitération de ces sons-là, les trois sons, on peut même aller dans notre explication et dire que Victor Hugo a choisi ces sons-là parce qu'il imite le son de la lame de la faux sifflant dans l'air. Le chien. C'est des sons secs. Et ça laisse quand même une impression chez le lecteur. Et une autre chose que j'ai préférée est l'assonance du son on. Chant. Faux chant. Et voilà. Allant, etc. Ça, c'est pour montrer donc cette action, j'ai dit répétitive, de la faucheuse de la mort, que rien n'arrête. Alors, pour l'approche lexicale, il y a je dirais, des champs lexicaux très très riches qui permettent donc de nous submerger, de nous immerger même, de nous situer dans ce monde des ténèbres, ce monde de la mort. Alors, j'aimerais bien savoir quels sont les champs lexicaux de la peur et de l'obscurité et de la nuit. Quels sont les mots qui nous permettent de relever ces champs? Qui dit mort, dit obscurité et nuit. Alors nous avons deux champs lexicaux fondamentaux liés à cette image, à savoir le champ de la... On a peur de la mort, Et puis il y a aussi le champ de l'obscurité et de la nuit. Parce que quand on meurt, on dit qu'on traverse des labyrinthes sombres pour des gens qui ont déjà vu la mort. Mais on ne peut pas se représenter la mort sous une autre couleur que le noir. Alors quels sont les termes contenus dans le poème relatifs d'abord au champ de la peur, au champ lexical de la peur? On peut voir en premier lieu noir squelette, tremble, éperdu, frissonnant, deuil, épouvante. Ce sont des termes qui appartiennent au champ lexical de la peur. De la peur, le deuil? Est-ce qu'on a peur du deuil? L'assistant peut aussi participer, il n'y a pas de problème. Dans le deuil, nous sommes dans la couleur noire, d'accord? Dans le noir et l'obscurité. Alors, allons-y pour le champ de l'obscurité. Quels sont les termes relatifs au champ de l'obscurité? Le noir, l'ombre. On a aussi le crépuscule, oui. C'est la fin de la journée. Vous avez également sombre, l'ombre. Tout cela, c'est l'obscurité. Hein? Noir, grabat.
champs lexicaux, au niveau de l'approche lexicale, nous avons également la répétition. Le poète également, parce qu'il utilise des mots, nous sommes dans le lexique, et il y a des répétitions. Je parlerai de répétition, je dirais tout simplement que les effets de répétition ou d'insistance sur les mots sont des procédés très fréquents dans les textes en vers. Alors quels sont les mots qui sont répétés mais qui sont relatifs, s'il vous plaît, toujours en relation avec cette thématique qui est la mort. On a l'ombre, il se répète Oui, plusieurs qui fois. se répète. L'échafaud aussi. Attention, ce sont des moyens lexicaux. Hein. Il n'y a pas que le champ lexical, il y a aussi la répétition lexicale. Vous avez le mot échafaud, elle changeait le trône en échafaud et l'échafaud en trône. D'accord? Nous avons donc des termes qui sont comme ça répétés. On dira également que le poète utilise un autre procédé qui est celui de la dérivation. Celui de la dérivation, qu'on appellera tout simplement la figure. Alors, où se trouve à votre avis une figure de dérivation? Elle est triomphateur sous les arcs triomphaux. Et les triomphateurs, du verbe triompher. Les triomphateurs qui sont dérivés, substantif dérivé, sous les arcs triomphaux, qui est un adjectif dérivé. Regardez-moi, monsieur, dans cette approche stylistique, comme vous pouvez le voir, vous pouvez utiliser un petit peu tous les acquis que vous avez, eus tout au long de votre cursus universitaire concernant les matières de linguistique et les combiner dans une analyse, je dirais, littéraire d'un texte. Je ne suis pas professeur de littérature, loin de là. Moi, je suis de formation linguistique. Tout ce qui touche à la langue me touche. Mais c'est à vous de compléter. Ce sont des outils qui sont importants, qui peuvent, je dirais, vous apporter une aide, vous aider, vous soutenir dans votre approche littéraire, surtout pour ceux qui sont là, qui font un parcours littéraire. Ça ne peut qu'enrichir votre travail et votre devoir d'analyse littéraire d'un texte tiré d'un roman ou d'un poème ou d'une pièce de théâtre. Ça dépendra donc du corpus sur lequel vous allez travailler. Je continue toujours. On a abordé l'approche phonétique. Vous avez vu que le poème est très riche en assonance et je dirais donc en répétition de sons qui reprennent morse, à savoir le re et le se, et la faucheuse, le che, etc. Et puis vous avez aussi les voyelles en qui reprennent cette action de la mort, allant, moissonnant et fauchant. Nous avons vu aussi un certain nombre de termes relatifs à des champs lexicaux très précis, qui connotent toujours la mort. Et je passe à l'approche sémantique. Brièvement, je parlerai de l'approche sémantique. Le locuteur peut transformer ses propos face à une réalité qui ne lui convient pas. Il les atténue, les exagère, les déforme pour ménager, surprendre, faire rire ou réfléchir son interlocuteur. Ça, c'est le but d'une approche sémantique. Et je m'arrêterai sur des qui existent pour exagérer. Pour exagérer, je dirais bien, la souffrance des mamans. Quel est le terme qui se présente de ce qu'on appelle l'exagération portée à son maximum, qui est l'hyperbole. Où se trouve l'hyperbole? Je crois que c'est les yeux des mères en ruisseau. Les yeux des mères en ruisseau. Vous voyez à quel point il a traduit, il a exprimé la souffrance de ces mamans
face à la mort. Et c'est sa propre souffrance. C'est la souffrance de Victor Hugo. Elle changeait, c'est le verre, elle changeait, on dira, le trône en échafaud, l'échafaud en trône, les roses en fumier, les oiseaux en oiseaux, l'or en cendre et les yeux des mères en ruisseau. C'est-à-dire, c'est une exagération concernant donc les larmes versées par ces mamans suite au décès de leur enfant. Mais derrière cela se cache la souffrance de Victor Hugo suite à la perte de sa fille Léopoldine. Et nous terminons avec, je n'ai pas toujours terminé avec l'approche sémantique, est-ce qu'on ne peut pas relever également vers la fin du poème ce qu'on appelle une gradation. La gradation, je dirais, si l'hyperbole permet donc d'exagérer les termes, la gradation, elle va permettre ici une dramatisation de la mort allant d'un terme de sens, c'est-à-dire c'est comme si on est dans un thermomètre. Il y a une succession de termes allant du terme le plus bas au niveau du sens et en remontant jusqu'au degré le plus fort. Où peut se situer, où se situe, je dirais, cette gradation. Nous sommes dans l'approche sémantique. Vers la fin du poème. Il y a une gradation. Est-ce que ça ne commence pas en fait du vers, je dirais 15, un ventre gémissait et encore un troupeau frissonnant, et vers la fin, il y a tout était sous ses pieds deuil épouvant. C'est le dernier. Tout était sous ses pieds, deuil, épouvante. Et lui, il y a une gradation sémantique, c'est-à-dire on va d'un sens. Les trois termes appartiennent au même champ. D'accord ? Seulement au niveau du sens, nous sommes dans un thermomètre. Du deuil, on passe à l'épouvante jusqu'à la nuit. Donc nous avons ce qu'on appelle ici une gradation. Et nous terminons plutôt avec l'approche syntaxique. Dans l'approche syntaxique, je ne vais pas parler de ma syntaxe, que j'ai assurée. Mais au niveau de l'approche syntaxique, le poète a utilisé des symétries de construction. Il a utilisé dans les symétries de construction ce qu'on appelle le parallélisme, le chiasme et l'antithèse. Où est-ce que vous voyez le parallélisme qui crée un effet de balancement? Oui, allez-y. Je le remarque en 8e vers, le trône en échafaud et l'échafaud en trône. Oui. C'est ça le chiasme. Et l'antithèse se trouve dans les roses en fumée, les enfants aux oiseaux. Je dirais par l'antithèse, Victor Hugo insiste sur le caractère aveugle et mécanique de la mort. De la mort, oui. Alors, au niveau du parallélisme, on aura, comme vous avez dit, le trône en échafaud et l'échafaud en trône. D'accord ? C'est un parallélisme, parce que le parallélisme, ça peut être un parallélisme de mots, un parallélisme de phrases, un parallélisme de syntagme. Ici, c'est un parallélisme de syntagme. De syntagme. Parce que le verbe, c'est elle changeait donc le trône en échafaud en désert Babylone. Elle changeait quoi? Le trône en échafaud. Et elle changeait quoi? L'échafaud en quoi? En trône. Nous avons donc un certain parallélisme entre ces deux structures au niveau de ce vers-là. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres interventions? C'est-à-dire, vous avez relevé des antithèses, des chiasmes. Est-ce que vous pouvez relever? Oui. L'or ensemble. L'or ensemble, c'est quoi pour vous? C'est un chiasme. Oui, c'est un chiasme. C'est un chiasme, d'accord? Ça peut être aussi une antithèse, hein?
l'or en cendre, c'est-à-dire l'or qui est vivant, par rapport à la cendre qui est la mort. L'or qui est quelque chose de beau, par rapport à la mort, à la cendre, qui est vraiment, c'est pas joli à voir. La cendre, c'est du noir, c'est du noir. Donc, je vous remercie pour votre participation. Voilà, sur ce, c'est juste faire une petite approche stylistique pour vous sensibiliser justement à la stylistique. Lisez sur la stylistique, mes chers enfants. D'accord? Pour ceux qui font le parcours littérature, c'est une discipline qui est très très riche. Je rappelle que la discipline, que la stylistique, c'est une discipline que l'on appelle la linguistique littéraire. Et comme vous le voyez, nous avons utilisé toutes les disciplines du domaine de la linguistique. Syntaxe, phonétique, sémantique, lexicologie et tout. Et on peut ajouter bien sûr le côté rhétorique que vous faites avec Madame Dassi. Voilà, merci beaucoup pour votre participation. Merci aussi. Et merci d'avoir assisté. Je remercie tous mes collègues qui sont présents et tous mes étudiants qui ont été là. Et mes chers amis, Amina Imelahi qui s'est déplacée pour être là. Merci encore. Merci. Merci. Et bon courage. J'espère que vous avez pris plaisir à tirer un goût de ce travail.